C'est le département de l'Aveyron qui nous accueille dans ses décors aujourd'hui. Une région située au sud de la France et qui se caractérise par des paysages multiples, une gastronomie fière d'exposer la qualité de ses produits et une histoire qui marque aujourd'hui encore les visiteurs. Pour cet itinéris, nous visiterons entre autres quelques-uns des sites remarquables de ce département. Mais nous débutons ce voyage à quelques kilomètres à peine de Milhaud. À bord de cet autogire, c'est un survol du Larzac qui nous attend. Une région bouleversée géologiquement il y a plusieurs dizaines de millions d'années, avec l'apparition ici même d'un plateau calcaire, un cos, balayé par les vents, sculpté par l'érosion et travaillé par l'homme bien des siècles plus tard. Il y a 2000 ans à Milhaud, à Condatomagus, il y a une activité potière très importante qui va demander énormément de bois. On va beaucoup déboiser tout autour de Milhaud, donc on va libérer de l'espace. L'animal le mieux adapté localement, c'est la brebis. On va élever ces brebis d'abord surtout pour leur laine et ensuite de plus en plus pour le lait, pour le célèbre roi des fromages et fromage de roi, le roi Roquefort, qui est fabriqué à quelques kilomètres d'ici. En poursuivant notre vol, nous progressons vers 5 villages bien particuliers. Des cités templières édifiées au XIIe siècle et fortifiées au XVe. En fait, le Larzac va être donné aux Templiers au XIIe siècle et donc les Templiers vont le mettre en valeur, le cultiver, pratiquer l'élevage pour alimenter donc les croisés qui partent depuis Aigues-Mortes jusque vers le tombeau du Christ à Jérusalem. Le circuit dans sa totalité est très intéressant à découvrir. Il y a la cavalerie Sainte-Eulalie de Cernon qui était la commanderie, donc la maison mère des Templiers ici sur le Larzac, et également Saint-Jean d'Alcas qui est un fort construit par une femme, une abbesse au XVe siècle. Au loin, un ouvrage d'art bien contemporain, celui-là semble se fondre parfaitement dans le paysage. Inauguré en janvier 2005, le viaduc de Milhaud est l'un des plus hauts du monde, avec un tablier culminant à 270 mètres au-dessus du Tarn. Mais à cette heure du jour, en plein cœur de la cité, c'est une explosion de saveurs et senteurs qui s'offrent aux visiteurs. Un détour sur le marché permet en quelques minutes de se faire une idée de la diversité des produits régionaux. Légumes, fruits, mais aussi et bien entendu les fromages. Les amateurs de pâtisserie, eux, trouveront également leur bonheur en dégustant la foisse, mais ce n'est pas tout. Deux spécialités aveyronnaises, les farsous, des petites crêpes agrémentées de feuilles de blette. Et ici, une spécialité sucrée, vous en avez même deux, la flonne, la tarte au lait de brebis, parfumé à l'eau de fleurs d'oranger, et le gâteau à la broche de forme conique que l'on découpe ensuite en rondelles, comme celle-ci, et qui cuit progressivement au feu de bois en plusieurs couches. Et on mange ça quand ? Alors, les gâteaux à la broche, parfois, peuvent faire 1 mètre ou plus. C'est un gâteau qui est servi traditionnellement pour les mariages et les baptêmes. Plutôt tenté par la viande et la belle viande, un détour chez Gilles Taurine s'impose alors. Ici, on prépare à l'ancienne les plus beaux morceaux de bœuf de l'Aubrac, élevés dans le nord du département. Donc on met cet instrument là qui s'appelle le flamadou. On le met à chauffer dans la braise. Et ensuite on prend le violard paysan. On le met là-dedans. Et là, on le flamme, donc ça donne un petit goût rustique à la viande. En remontant vers le nord-ouest, nous découvrons ensuite Villefranche de Rouergue, une de ces bastides nées au milieu du XIIIe siècle et qui se développera en tant que ville nouvelle. C'est pas un vain mot, tout va être nouveau ici, et notamment une société nouvelle qui va se développer à partir de ces bastides du Moyen-Âge. Ces villes proposeront un véritable changement de société. Les hôtes qui s'établissent entre ces murs sont avant tout des hommes libres, sans aucun lien vassalique. Il y a deux catégories de personnes qui sont interdites comme hôtes, comme colons dans cette bastide, dans cette ville nouvelle. Ce sont les membres de la noblesse et les membres du clergé. Tout simplement, bien sûr, parce que sous l'Ancien Régime, ils sont liés avec ces liens vassaliques à l'extérieur de la bastide, mais aussi ils ne produisent pas et ils ne payent pas d'impôts. Et on veut que cette ville, bien sûr, se développe, devienne la plus riche possible. Ils ne seront pas acceptés dans la bastide comme colons, comme hôtes. Cette nouvelle organisation permettra entre autres le développement d'un commerce important, mais aussi d'une architecture urbaine d'un nouvel ordre.
Voilà, ici on a ce que peut être cette architecture nouvelle au XIIIe siècle, avec ces maisons séparées par cet espace que l'on appelle une ambronne et qu'on appelait autrefois un entremis, une venelle, un doubleau. Alors ces espaces servaient d'abord comme vide sanitaire et aussi bien sûr pour récupérer les eaux de pluie, mais aussi les eaux usées. Les eaux usées donc étaient canalisées au fond de cet espace-là et qui tombaient dans un égout souterrain. Et on s'aperçoit, au milieu de ce XIIIe siècle-là, l'avancée sanitaire que pouvaient représenter ces villes nouvelles, ces bastides. Le développement du commerce, de l'artisanat ou de la vigne amènera certains à amasser des fortunes considérables. C'est le cas de ce marchand de draps qui, au XVe siècle, prévoit dans son testament que ses biens iront à l'ordre des Chartreux pour l'édification de ce monastère sur les hauteurs de Villefranche-de-Rouergue. Pour bien comprendre cette influence de cet ordre-là dans la structure architecturale du monastère, il ne faut pas oublier que les Chartreux, ce sont des ermites. C'est-à-dire que ce sont des moines qui vivent seuls, en silence, dans de petites maisons individuelles qu'on appelle donc des ermitages. Retour au centre-ville, retour sur les questions de religion. Car si le protestantisme domine la ville au XVIe siècle et a réussi à attirer dans ses temples les plus riches habitants, le XVIIe siècle voit le retour en force de l'Église catholique. Pour preuve, l'arrivée des jésuites dans la ville et l'édification de cette chapelle des pénitents noirs, un exemple typique de ce que l'on appellera la contre-réforme. Les temples sont privés de tout. Ils ressemblent à des jeux de pommes. Donc cette église romaine va faire le contraire. On va amener le plus de décoration possible pour séduire le cœur et au détriment, bien sûr, de l'esprit. C'est le cœur qui va... Et quand les fidèles vont arriver dans ce genre de chapelle, ils vont être séduits par cette décoration à partir du XVIIe siècle. L'artiste Pierre Soulages, lui, est bien éloigné de cet univers baroque. En faisant don d'une partie de ses œuvres au musée qui porte son nom à Rodez, il rend ainsi hommage à sa ville natale et permet sans aucun doute à de nouveaux visiteurs, attirés par son art, de redécouvrir les rues de ce chef-lieu du département. On a fêté il y a quelques années le bimillénaire de la ville de Rodez et donc cette population des Rutènes qui s'est installée sur ce qu'était un oppidum qu'ils ont fortifié, sur lequel ils se sont installés. Et progressivement, la ville s'est agrandie et qui a permis de créer une bourgeoisie très importante sur la cité. Une bourgeoisie qui fait construire un nombre important d'hôtels particuliers, des hôtels Renaissance à l'architecture parfois surprenante. Étonnante, oui, parce que, effectivement, elle est Renaissance. Vous l'avez vu avec ses fenêtres à meneaux, mais aussi avec son avancée de plancher qui permettait d'avoir une surface plus importante sans payer plus d'impôts. Voilà, c'était un petit peu une combine de l'époque, comme quoi. Autre hôtel particulier, c'est celui qui abrite aujourd'hui le musée Fenaille. Une institution logée dans des murs témoignant de la richesse architecturale de l'époque. On a notamment cet escalier monumental qui permettait d'accéder à la grande salle du premier étage, qui était la salle d'accueil et de réception. Et ensuite, on peut imaginer les différentes galeries qui permettaient de circuler dans les ailes de cet hôtel particulier, puisque de nos jours, il ne reste qu'une partie de cet hôtel particulier qui se développait beaucoup plus largement. Et cette architecture remarquable est vraiment la toute dernière architecture préservée et conservée à Rodez. En poussant alors les portes du bâtiment, on découvre entre autres une exceptionnelle collection de menhirs provenant des alentours. Alors cette statue menhir est particulière à plusieurs titres. Déjà, c'est la toute première statue menhir qui a été découverte en 1888. Et à partir de là, on va s'intéresser à ce phénomène et d'une statue menhir, on va arriver à un ensemble maintenant de près de 150 monuments connus sur une partie du département de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hérault. Donc c'est un phénomène assez exceptionnel de sculptures préhistoriques qui ont 5000 ans. C'est la première fois qu'on va sortir de petites figurations en sculpture pour ces figurations de grand format qui vont de 90 cm jusqu'à près de 4,10 m pour les plus grandes, où l'homme se représente en grand,
et affirme peut-être aussi sa position au sein d'un groupe, d'une société. Donc c'est vraiment un phénomène assez exceptionnel et c'est aussi surtout le début de la sculpture et de la statuaire. Du vrai et de l'authentique, c'est un peu le credo de Jacques Icard à la Monteille. Pour cet éleveur de canards, rien de tel que de faire découvrir ou redécouvrir la gastronomie locale en proposant une cuisine simple, goûteuse et sans fioritures. Alors c'est une bonne soupe avec les bons légumes de jardin, haricots, pommes de terre, citrouilles, raves, le petit salé de canard, le talon de jambon, c'est la soupe des pauvres. Et cette soupe n'appartient qu'aux gens simples et à ceux qui ont su garder leur repère. C'est-à-dire qu'on y retrouve tous les bons morceaux. Et pour pouvoir manger à la maison, il faut accepter de faire la visite de la ferme. Le but est de comprendre qu'est-ce qu'on nous met dans l'assiette et le terroir mérite éducation. Mais chez Jackie, on ne déguste pas simplement la soupe, on la met en scène. Une approche qui visiblement séduit. Bon appétit à tous! Dernière halte de cet itinéris, dernier point stratégique durant de nombreux siècles, Najac, classé parmi les plus beaux villages de France. Un ensemble édifié dès le XIe siècle, mais qui connaîtra ensuite un développement important par l'intermédiaire des comtes de Toulouse. Le village se caractérise aujourd'hui encore par sa forme particulière et son environnement préservé. Ici, on ne fait pas beaucoup d'allure, ce n'est pas des endroits où on galope à fond tout le temps. Donc on est très souvent au pas, comme ici, et donc on a le temps de lever la tête et de regarder, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. C'est un village-rue, en fait, avec une rue principale, un axe principal, étendu sur l'arête rocheuse, sur du schiste. Il fait 1,5 km de long à peu près, donc très particulier. C'est ce village-rue, donc tout en longueur sur l'arête rocheuse. Et tout autour, on a une boucle, un méandre de la rivière Aveyron. Il faut savoir qu'à partir du XIIIe siècle, Najac est devenue une ville importante, qui a même été à un moment la capitale de la sénéchaussée du Rouergue, et qui s'est donc agrandie, qui s'est développée. Il y a eu la construction de différents quartiers, et c'est pour ça que du coup, ça s'est étiré par la suite sur cette arête rocheuse, puisque ces quartiers se sont construits comme ça, donc tout en longueur. Et la partie donc la plus récente du village, c'est ce qu'on a là-haut, tout en haut de Najac. Et pour contempler au mieux le village, il faut monter au sommet du château de Najac, l'occasion d'embrasser une dernière fois les paysages de l'Aveyron.